Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Bienvenue dans l'épisode 10 de mon podcast savoureux intitulé Passion sans modération. Parce que j'aime parler de gastronomie avec des acteurs engagés et débordants dîners, je réunis aujourd'hui autour de la table 4 personnalités dont l'énergie de créer est sans borne. Mes invités du jour sont Victoire Finaz, chocologue, créatrice de chocolat et formatrice en analyse sensorielle, auteure de plusieurs ouvrages qui met la chocoladiction à l'honneur. Bonjour Victoire. Bonjour Virginie. Patrick Rougereau, photographe culinaire de réputation internationale qui a écrit beaucoup de livres et organisé beaucoup de très belles expositions. Bonjour Patrick. Bonjour Virginie. Laurent Bougavard, créateur de la boutique L'Agrumiste, rue de Sèvres, dans le 7e arrondissement. Bonjour Laurent. Bonjour. Et bonjour Brahim Bourkia, restaurateur et fondateur de l'application Le Burger Suspendu à destination des étudiants dans le besoin. Allez, vous passez à table avec moi, je suis impatiente de vous cuisiner. Victoire, bonjour. Comment t'est venue l'appellation chocologue, que tu as d'ailleurs déposée à l'INPI ? À quoi ressemble la vie et l'ambition d'une chocologue ? Alors chocologue, c'était le mot pour décrire mon activité parce que j'ai fait des études assez différentes de mon quotidien. J'ai fait des études de psychologie, donc je suis psychologue, et après j'ai fait un master de marketing pour travailler dans le marketing sensoriel et j'ai démarré chez Kraft Food, donc Mondelez, aujourd'hui. Et donc du coup, quand j'ai commencé à animer mes ateliers de dégustation, à faire mes formations, les personnes me disaient « mais en fait, c'est quoi votre métier ?» Et en fait, un jour, j'ai expliqué que j'étais psychologue et que j'étais passionnée de chocolat et que je voulais devenir experte. Et donc, du coup, je lui dis, j'étais psychologue et je suis devenue chocologue. Et là, c'était un peu la boutade, mais la réalité, c'est que après mes études, j'ai vraiment décidé de me créer cette expertise autour du chocolat. Ça prend quand même pas mal d'années, ça demande énormément d'investissement personnel parce que j'ai beaucoup voyagé, je suis partie dans les plantations. Tu t'es nourrie en fait de toutes ces connaissances. Oui, c'est rencontrer les professionnels, c'est énormément lire, déguster, s'ouvrir, être curieuse. Et c'est emmagasiner, c'est mémoriser pour pouvoir en fait se créer un socle mémoriel des connaissances pour pouvoir aujourd'hui transmettre ces connaissances à travers mes formations. Et j'ai une marque de chocolat qui est évidemment mon terrain de créativité parce que j'aurais rêvé composer des parfums. J'aurais travaillé dans le parfum, sinon dans une autre vie. Et là, en fait, je compose des chocolats. Super. Donc, par exemple, quelles sont les associations que tu aimes créer ou déguster ? Alors moi, j'ai une collection de chocolats où je travaille des ingrédients que j'ai découverts lors de voyages ou au restaurant ou avec des amis chefs. Et par exemple, j'ai une ganache poivre de Timut. Donc c'est la baie de Timur au Népal qui a en fait des notes hyper florales. Donc au nez, c'est très floral. Après, il y a des notes d'agrumes, de pamplemousse. Et puis, c'est un poivre très, très doux en bouche, mais tellement parfumé qu'on pense que c'est un thé jasmin ou c'est un thé fleur d'oranger. Et j'adore... Il y a un peu d'essence, d'odeur de pamplemousse, en fait, dans le Timut. Il y a un petit peu cette caractéristique d'agrumes dans le Timut. Et donc, du coup, quand on fait un chocolat avec cette baie, ça donne un chocolat très gourmand, très élégant. Alors, je regarde, c'est drôle parce que j'avais sélectionné dans ton livre la crème brûlée au chocolat noir et poivre de Timut. Parce que je pense que ça doit être canon. Ça, je vais le tester. Ouais, ça, c'est vraiment délicieux. En plus, c'est hyper facile à faire. C'est une infusion. C'est une baie qui s'infuse merveilleusement bien et qui donne un goût très, très équilibré. Et très parfumé. Merci. Alors, du coup, on parle d'agrumes. Laurent, c'est tout trouvé.
la transition? Ben oui, j'osais pas intervenir. Je me disais, mais pourquoi ils parlent tous d'agrumes? C'était du chocolat dont on parlait. Laurent, il y a des passerelles qui se font facilement. Depuis quand es-tu à la fois agriculteur, arboriculteur, agrumiculteur? En fait, très précisément, j'ai planté mon premier arbre aux fins de faire des fruits en 2012. Donc ça fait maintenant 11 ans. Pour la petite histoire, mon grand-père, alors moi je suis issu d'un drôle de mélange. Ma maman est franco-vénitienne et mon papa est marocain. Et donc je suis né au Maroc, j'ai grandi à Fès. Et puis ensuite, à l'âge de 12 ans, je suis venu habiter Paris, où j'ai eu... parcours académique, voilà, c'est marrant parce que tu parles de craft, c'est typiquement des boîtes dans lesquelles j'aurais pu bosser. Et je dis ça dans le café notamment, parce que craft, ils font aussi du café, ils font pas que du chocolat. Et bon, bref, tout ce petit univers fait que, voilà, moi, j'avais fait ma vie professionnelle en France, et puis vers l'âge de 40 ans, j'en ai 52, maintenant ça passe, hein. À 40 ans, j'ai eu un petit sujet existentiel à me dire finalement qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je transmets à mes enfants. Et un des sujets importants a été pour moi de leur transmettre cette part de mon identité qui est celle qui est née au Maroc et de ses racines. Et donc assez vite, je me suis dit... D'ailleurs, mon nom, ça va vous faire marrer, Bouraba en arabe, ça veut dire Dubois. En fait, je m'appelle Laurent Dubois, hein. Oui, j'ai dit Bougaba, du coup, je suis désolée, Bouraba. C'est pas grave. Même pas Kha. C'est vraiment une coquetterie absolument dingue de coller des GH comme ça partout. C'est débile. Ou des KH pour faire Khalid. KH, bon, enfin bref. Bouraba, ça marchait super. Et donc, mon nom, c'est Bouraba. Je suis aussi donc Laurent Dubois et mon grand-père était planteur d'oliviers. Et en fait, l'histoire a commencé comme ça avec les arbres. Donc, vers l'âge de 40 ans, je me suis dit, je vais racheter des oliviers de mon grand-père et je vais transmettre ça à mes enfants. Et bon, bref, je suis parti dans un délire autour des oliviers. Puis assez vite, je me suis aperçu que d'abord, c'était pas évident de retrouver des jolies parcelles, en tout cas de ce que je recherchais. Et puis, alors ça a été intéressant parce que j'ai rencontré tout un tas de gens à l'époque qui m'ont parlé de mon grand-père et tout. C'était assez flatteur d'ailleurs de voir que 50 ans après sa mort, enfin 40 ans après sa mort, il était encore connu. En tout cas, du coup, ça m'a conforté dans le fait de faire cette démarche-là, mais je ne l'ai finalement pas faite en reprenant des choses qu'avaient fait mes aïeux, mais plutôt en plantant moi-même des arbres. À l'époque, je suis toujours d'ailleurs très ami avec un chef qui s'appelle Pascal Barbeau de l'Astrance, et Pascal est un immense passionné d'agrumes et m'a initié en fait il y a une bonne quinzaine d'années en fait au parfum des agrumes et à l'effet des agrumes dans la cuisine. Alors il y a un mot tu parlais de parfumeur là tout à l'heure, enfin, ou de parfum. Il y a un truc qui est génial qui a été dit par un grand parfumeur qui s'appelle Elena, qui est le monsieur qui a fait tous les parfums pour Hermès, là vous connaissez peut-être. C'est un mot que j'ai retenu parce que je trouve que c'est très adapté pour décrire l'effet des agrumes dans la cuisine. Les agrumes, c'est ce qui fait... Il dit les agrumes, c'est ce qui fait sourire les parfums. Je trouve ça très beau. Je trouve que d'ailleurs, c'est très juste en plus. Et dans la cuisine, c'est tout à fait utilisable de la même manière. Les agrumes, c'est ce qui fait sourire la cuisine. C'est ce qui donne du soleil, c'est ce qui donne de la couleur, c'est ce qui donne aussi... presque dans les zygomatiques, l'effet acide comme ça qu'on a dès qu'on goûte un truc, ça tire les muscles là et on a l'impression que ça nous fait sourire. Voilà. Et donc ce sourire, ce soleil, ces racines, voilà, tout ça m'a conduit à après, de manière assez ambitieuse, planter 100 000 arbres parce que je sais pas trop faire les trucs à moitié. Et voilà. Et donc je suis devenu agrumiculteur, mais j'étais pas encore agrumiste. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé le cap de la boutique? Alors, c'était bien... Enfin, l'histoire de la boutique est arrivée un peu plus tard, mais je prends 2 petites minutes pour t'expliquer qu'est-ce que c'est agrumiste, en fait. Parce qu'agrumiste, ça n'existe pas. Donc là, on est sur 2 néologismes, en fait. Chocologue, agrumiste. Exactement. J'étais amusé d'entendre chocologue parce que y a comme ça... Messieurs, il faudra trouver un autre néologisme pour inventer. Ouais, il va falloir... Ouais, burgeriste. Agrumiste, en fait, c'est très tôt une invention de mon jeune fils qui s'appelle Ali,
Et il a un jour, mais en fait c'était vraiment très bête, il était à côté de moi, et un copain à lui dit « Mais ton papa il fait quoi ?» Et c'est sorti tout seul, il le regarde, il dit « Mon papa il est agrumiste. » Et à l'époque, je cherchais il avait 5 ans. Ah ouais. Ouais, un truc de dingue, ouais. Franchement, un truc de ouf. Et donc, c'est Ali qui a nommé cette nouvelle fonction que j'ai, qui est agrumiste, qui est en fait un peu alchimiste, un peu... enfin, ce iste, là, cette finition en iste, voilà, tout à l'heure, je l'écoutais là, en disant, je me disais, ça marche même avec chocolat, chocolatiste. Logique, ouais. Il y a un petit côté Shazam, comme ça, un petit côté brillant, alors, un peu moi éclairant. qui suis, je ne sais pas si vous le savez, moi je suis une ancienne professeure de lettres. Donc le suffixe iste, en fait, c'est l'expertise en général. Et logis, c'est l'étude. Voilà, comme ça c'est dit, parenthèse faite. Voilà, super. On peut peut-être même mettre ces deux suffixes ensemble. Histologue, c'est bizarre. Agrumistologue. Agrumistologue. Bien, merci Laurent. Patrick, alors sur ton site, tu écris que tu veux faire de la photographie culinaire un nouvel art abstrait, un objet de design, une littérature gustative. Tu vois, ça aussi c'est une invention, une littérature gustative. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, donc moi j'ai eu envie de faire sortir la photographie de la cuisine. Parce qu'on l'a trop souvent cantonnée dans la cuisine et j'avais envie d'en faire autre chose, d'en faire un art abstrait et que le produit devienne une œuvre d'art, quoi. Donc c'est un peu ce qui me mène et c'est un peu comme ça que je travaille. Très bien. Et comment tu fonctionnes dans ton organisation déjà ? Comment tu décides le produit que tu veux sublimer finalement ? Et après, combien de temps ça te prend pour créer le produit final que j'ai eu l'occasion de voir et qui est juste merveilleux. Alors moi je travaille très vite pour une raison simple, c'est que je pense qu'on a une synergie importante avec les chefs et je discutais aussi avec Anne-Sophie Pic là, il n'y a pas longtemps qui me disait dis-moi tu sais quand je fais une recette elle est faite dans ma tête et quand j'arrive dans la cuisine c'est simplement pour vérifier que ce que j'avais dans ma tête c'était la bonne recette. Et moi en photo c'est pareil, je vais jamais sur mon plateau si la photo n'est pas faite dans ma tête mais elle est faite jusqu'au bout, quoi. Elle est faite en termes de composition, elle est faite en termes d'éclairage. J'ai plus qu'à valider le fait que ce que j'avais dans ma tête a bien fonctionné. Donc, je travaille beaucoup en amont. Et le temps de la prise de vue est relativement court, à partir du moment où tout est bien structuré dans ma tête, quoi. Et donc cette idée d'anticipation créative, finalement, c'est quoi ? C'est tu regardes la couleur de l'objet, de l'aliment, tu te dis comment je vais le mettre en valeur. Alors c'est pas toute forcément une scénographie. Les aliments deviennent souvent sont des prétextes pour moi pour travailler, donc je les détourne. Moi l'idée, tu parlais de code là dans tes questions, moi l'idée c'est de détourner les codes justement et de les casser. Et donc l'aliment me sert à exprimer des idées ou des créations, quoi. Mais et les idées, on me pose toujours la question d'où viennent ces idées un peu farfelues, parce que j'ai quand même des images un peu atypiques, un poisson avec des plumes ou une dorade qui se met des rouges à lèvres. Et j'ai du mal à expliquer ça parce que c'est des choses qui me réveillent encore la nuit, là, 30 ans après. Mais je pense que j'ai un cerveau qui enregistre énormément de choses toute la journée. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu me demandais là si je connaissais tel ou tel photographe. Je regarde jamais ce qui se passe à côté. Et je veux surtout pas, parce que j'ai le cerveau comme une éponge. Et moi, je suis abonné à aucun photographe. Je regarde jamais ce qui se passe. Je vais chercher mon inspiration partout, sauf là, quoi. En toi, en fait. Oui, et puis sur de la déco, sur de la matière, sur de la texture, sur tout ce que je peux croiser, une lumière à un moment donné qui va taper dans une fenêtre, qui va me dire que voilà, c'est une lumière que je vais appliquer après. Mais voilà, j'essaie d'emmagasiner plein de choses. Et les idées, je pense que la nuit, ça se mélange. Et puis, donc je réveille ma femme là, en disant tiens, on va faire une dorade avec du rouge à lèvres. Voilà, donc elle me conseille de me rendormir. Et à cela, que répond-elle ? Rendors-toi, ça ira mieux tout à l'heure. Voilà. Non, mais c'est ça, les artistes. C'est vrai qu'après, quand on est dans notre bulle de création, on peut pas s'arrêter, en fait. C'est une espèce de boulimie, quoi. Ouais, une ébullition, ouais. Les idées boulimie, très bien trouvé. Ouais. C'est ça. Les idées en amènent d'autres, et puis c'est sans fin, quoi. Oui, mais en même temps, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Longtemps. Ça fait plus de 30 ans. Et t'as combien de photos ? Alors ça, je sais pas, j'ai jamais compté, quoi. Donc, tu vois. Des milliers tous les ans, oui. Alors, donc c'est illimité. C'est limité. Il y a à la fois la photo artistique, là où c'est vraiment calculé. Après, on a aussi tout un registre où on travaille avec les entreprises agroalimentaires. Et donc là, on fait plus de volume. Mais l'artistique, ça fait vraiment 10 ans que je me suis développé sur l'artistique. Ouais. D'accord. Et avec quel chef, notamment ? Moi, je sais que quand j'avais vu l'exposition à la Samaritaine, c'était avec Cédric Grolet. Oui, on a fait pas mal de choses. On a fait une collab avec Cédric, qui était assez sympa sur ses gâteaux XXL. Là. Ouais, exact. Et j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de chefs, beaucoup de pâtissiers, avec Pierre Hermé, avec Cédric, avec Emmanuel Renaud. Voilà.
voilà, on a ce plaisir parce que je pense qu'à un moment donné, on a le même métier. Je leur dis toujours, et ils sont en général d'accord avec moi pour dire qu'on a le même métier. On des casseroles, moi j'ai un appareil photo, mais la finalité est la même. Alors c'est drôle parce que justement, j'ai repris un passage d'une interview où tu disais « J'ai ce point commun avec les chefs d'être en quête permanente de l'excellence. Pour tenter de l'atteindre, j'ai calqué mon exigence sur celle des chefs. » Ouais. C'est exactement ce que tu viens de dire. Oui, complètement, parce que voilà, on a la chance de bosser avec des grands, mais c'est des gens qui ont une exigence énorme. Et je pense que moi, je suis même obligé d'aller plus loin, parce que quand on vous sert une assiette dans un 3 étoiles, quel qu'il soit, l'assiette, elle est éphémère. Même s'il y a un petit défaut dessus, vous la dégustez et on n'en parle plus. Qu'une image, il y a un arrêt sur image. Bien sûr, elle reste. Donc le défaut, il va rester 1 an, 2 ans, figé. 10 ans, 20 ans. Il est dans un bouquin immortalisé. Et le défaut est inscrit. Donc moi, je pense que je suis encore plus maniaque et à la recherche de l'excellence que les chefs, parce que je suis obligé. Mais c'est tout à ton honneur. C'est un engagement, un vrai engagement. Merci Patrick. Alors Brahim, donc toi, tu as été gérant d'un restaurant pendant 9 ans. Et ensuite, tu as décidé de lancer une très très belle initiative assez sociale. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Déjà, merci. Je n'ai pas eu l'occasion de te remercier. Plaisir, Brahim. Enchanté d'avoir tout ce bon monde autour de la table. Monsieur Laurent, on a des origines en commun. Mon resto, il s'appelle l'Étoile de Fès. On est originaire de Fès. Alors attention, Fès, c'est F-E-S. Hein. Oui, il n'y a pas de 2 S-E. Hein. Merci Laurent. Moi, après la 3e, je décide de faire un BEP hôtellerie parce que je suis passionné par la cuisine, j'aime ça. La première année, elle se passe super bien. La 2e année, je commence à prendre mes cours avec les bacs pro parce que j'étais plus avancé que les autres. J'avais une moyenne de 18 sur 20 en cuisine. J'excellais dans mon domaine. Ma prof, elle me kiffait. Ça se passait super bien. Je vais en stage sur les Champs-Élysées. Ça se passe hyper mal avec le patron parce que moi, je suis assez avancé. La première semaine, c'est que des corvées, des tâches que je connais déjà. La 2e semaine, je lui dis, écoute, j'ai envie d'apprendre autre chose. Je suis venu là pour apprendre, pour me perfectionner. Il m'a dit que si j'étais pas content, je pouvais rentrer chez moi. J'étais jeune, j'étais insolent, je lui ai mal parlé, ça s'est mal terminé. Je suis retourné au lycée, ils m'ont dit Tu lui as pas cassé la gueule? Non. Mais à la limite. Non, parce que vous ne l'avez pas à la radio, mais c'est un sacré lascar. Je m'y collerai pas, moi. Ça s'est mal passé. Je retourne au lycée, mon chef des travaux, qui était un gros alcoolique à la base, il ne m'aimait pas. Tout le monde m'aimait sauf lui. Il m'a dit, écoute, tu n'as plus rien à attendre de nous, etc. Il m'a vraiment saoulé. Du coup, j'ai arrêté l'école. Et j'ai commencé à travailler avec mon père qui avait un restaurant qui s'appelle l'Étoile de Fès depuis 99. Il a ouvert son premier restaurant en 99. J'ai commencé à travailler avec lui, à faire la plonge, à faire tout de A à Z jusqu'à j'ai su gérer une entreprise de A à Z. Et en 2016, ça fait pas 9 ans, ça fait 6 ans. T'as mal fait les calculs, Virginie. Ah mince, oui. Oui, effectivement. J'ai peut-être eu les mauvais chiffres. Non, il n'y a pas de problème. J'ai ouvert un resto pas très loin de chez mon père, à 1 kilomètre en face d'un lycée. Et en fait, si je l'ai ouvert, c'est pour la simple et bonne raison que quand je travaillais avec mon père et que je voulais offrir à manger, je devais payer. Parce que c'était pas mon resto. Et je me suis dit, le jour où j'aurai mon resto, je pourrais offrir sans compter. C'était mon leitmotiv pour ouvrir mon resto. Du coup, je l'ai ouvert. La première année, ça s'est super bien passé. Le temps de me faire connaître un petit peu, etc. 25 décembre, je décide de mettre un message sur mes réseaux sociaux où je dis, écoutez, le 31 décembre, tout le monde fait la fête entre amis, avec ses amis, etc. Sauf les SDF de la ville. Ils sont abandonnés à la rigueur. Il y a des associations qui viennent leur amener à manger, et puis ils se cassent. Et ils passent le pire réveillon. Du coup, je décide de les faire ramener dans mon resto. On a ramené 30 SDF au resto. On leur a donné à manger des burgers, des tacos. Moi, je ne fais pas de la gastronomie. Ça s'appelle l'Étoile de Fès, mais ce n'est pas gastronomie. C'est pas typique marocain. J'ai juste repris moi le nom de mon père. Et puis voilà, on a passé un bête de réveillon. Ils étaient contents, les SDF. On a dansé, on a mis de la musique, etc. C'est super. Tu leur as offert du bonheur. Obligé. Et en fait, le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais fait un vrai truc. Parce que le retour que j'ai eu des SDF, bien que je n'ai pas fait rentrer d'argent, mais c'était une bête d'expérience. Et je me suis dit, écoute, à partir de maintenant, c'est ça que j'ai envie de faire. J'aime la restauration, mais j'ai envie d'aider les autres et de leur apporter de la joie et de la bonne humeur. Du coup, une fois tous les 3 mois, je prenais une asso locale qui allait faire une maraude. Je faisais moi des burgers, eux, ils allaient les distribuer, tout simplement, pendant 2 ans. Après, il y a eu le Covid, ça nous a mis un coup d'arrêt. On n'a pas pu aider les SDF. On n'a pas pu continuer avec eux cette opération. Par exemple, le réveillon dernier, pas celui qui est passé, mais l'autre, j'ai vu que je n'ai pas pu les inviter. J'ai demandé une autorisation à la mairie, j'ai loué une plaque à snacker chez Kiloutou. Je suis parti faire mes burgers dans la rue. Il y a eu une grande queue de SDF, il y avait, je crois, une centaine de SDF. Et ils ont fait la queue, je faisais à manger devant eux, on discutait, etc. C'était de la folie, c'était une belle soirée. Mais en début 2021, en fait, ce qui m'a poussé à créer le Burger Suspendu aujourd'hui, début 2021, à cause du Covid, il y avait eu une vague d'étudiants qui se suicidaient. Parce qu'ils n'avaient plus à manger, ils avaient du mal à payer leur loyer, etc. C'était hyper dur pour eux. Et ils ont fait une réunion avec le président où ils parlaient de leurs problèmes de tous les jours et surtout leurs problèmes pour se nourrir.
Du coup, moi, j'ai entendu ça. Macron, il avait mis 2 repas, 1 euro par jour. Et je voyais les messages passer sur les réseaux comme quoi c'était du foutage de gueule. Il y avait un petit morceau de pain et un morceau de fromage. Ils n'étaient pas contents. Moi, je me suis dit comment moi, je peux faire bouger les lignes à mon niveau. J'ai l'habitude d'aider un petit peu tout le monde. Comment je vais faire pour faire bouger les lignes? J'étais pas du tout connu ni sur les réseaux, ni quoi que ce soit. J'étais connu dans ma ville avec les petites opérations que je faisais, mais sans plus. Du coup, je décide de mettre un message sur mon Twitter. J'avais 3-4 abonnés à l'époque. Je dis, écoutez, si vous êtes étudiant, vous pensez au suicide juste parce que vous n'avez pas à manger, vous venez au resto, je vous donne à manger gratuitement, mais restez pas dans votre coin avec vos idées noires. L'idée, elle a plu à un journaliste local. Il a fait un article qui a buzzé sur Facebook. Il a mis, je crois, 10 000 likes, un truc comme ça. L'article, il a été repris par un média qui s'appelle le Bondi Blog. Ils sont venus, je crois, 2-3 jours après. Ils ont fait une interview. Ils m'ont pas prévenu. Enfin, ils m'ont pas prévenu. Ils m'ont pas donné de questions pour préparer ou quoi que ce soit. Ils sont venus en plein service. Je parlais en plein service et je disais ce que j'avais sur le cœur, tout simplement. La vidéo, elle est devenue virale. Elle a fait 2 millions de vues en 48 heures. Et là, vraiment, le buzz, il a commencé. J'ai commencé à être contacté par tous les médias nationaux, internationaux. Je suis passé chez TPMP sur un journal, je ne sais plus lequel. J'ai fait des radios en France. TPMP? Ouais, je suis passé chez Cyril Hanouna. Ils m'ont même fait une invitation à la télé en direct. Ils ont dit, écoutez, on avait un truc, écoute, Brahim, on t'invite. C'était de la folie. C'était de la folie. Je suis passé sur 2M en direct dans le journal de 20h. 2M, c'est une télé marocaine. Oui, on s'est douté. Ouais. Je suis passé sur Al Jazeera. On a fait un média japonais. Franchement, c'était de la folie. Mais ça ne m'intéressait pas d'avoir ce buzz-là. Je me suis dit, moi, aujourd'hui, j'ai un peu de lumière sur moi. Il y a un problème qui est la précarité estudiantine et je pense avoir la solution. Parce que comment moi, je finançais mes burgers, quand mes clients ils se présentaient au resto, je les incitais à payer un menu en plus qu'ils ne mangeaient pas et qui restait donc suspendu. Je me suis inspiré du sauce pesto, le café suspendu italien. J'ai fait la même chose, mais avec des burgers. Et l'initiative, elle a beaucoup plu. Je recevais des messages de restaurateurs qui me disaient comment moi je peux faire la même chose que toi. Et des étudiants qui me disaient c'est dommage que tu ne sois pas dans telle ou telle ville, on crève la dalle, etc. Je ne savais pas quoi leur dire parce que moi je faisais sur un bout de papier dans mon resto. C'était mon initiative. Et voilà, sans plus. Je me suis dit, on est en 2021. Tout commence à se digitaliser avec le Covid. Il faut digitaliser cette solution. Et du coup, je me suis associé avec 3 autres personnes, une financière, un entrepreneur et un ingénieur. Je leur ai expliqué ce que je voulais faire. On a fait je ne sais pas combien de réunions. On a rédigé un cahier des charges qui nous a pris 5 mois. Et après, on a posé un peu d'argent. On a posé presque 20 000 euros pour financer cette application. On a commencé à la développer en février 2022. On a été livré en novembre 2022, fin novembre 2022. Aujourd'hui, on a 25 restos. Et il en faut plus. Ouais, beaucoup plus. On en vit 500 d'ici juin, normalement, si tout se passe bien. On a distribué plus de 100 burgers. On a fait plus de 150, je crois, transactions. Bref, c'est de la folie. Et en fait, comment ça se passe? On contacte un resto, ou le resto qui veut participer nous contacte. On lui crée sa fiche de référencement sur le burgersuspendu.fr. Et en fait, on lui génère un QR code, son logo, on lui met des affiches dans son resto. Et les clients, quand ils viennent dans son resto, il a juste à les inciter à scanner le QR code et à payer un menu en plus. Un ou plusieurs menus, c'est comme ils veulent. C'est soit lorsqu'il se présente au resto, soit de lui, en fait, sa page resto, il peut la partager sur ses réseaux sociaux. Donc, admettons un vegan qui ne mange pas de burger et qui veut faire plaisir à un étudiant, il peut payer un menu dans un resto qui fait du burger. Bien qu'on ne fait pas que du burger, on a du poké, on a du libanais, on commence un peu à se diversifier. Oui, l'idée, c'est un repas. Ouais, c'est ça, ouais. Justement, on est en train de travailler sur le renaming de l'application et du logo. Parce que je voulais travailler avec un bar à salade vegan, mais qui m'a dit, moi, c'est hors de question que je mette un logo de burger dans ma vitrine. Tu les provoques un petit peu, quand même. Ouais, un petit peu, il faut. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Et en fait, l'étudiant, quand il a faim, il a juste à se connecter, à se créer un compte bénéficiaire. Et il clique sur la page du resto qui est le plus proche de chez lui. Il voit s'il y a des menus disponibles. S'il n'y en a pas, il ne peut rien faire. Ouais. Même s'il clique sur réceptionner, il n'y a pas de menu disponible. Et s'il y en a un, en fait, il a une réservation qui s'affiche, qui est valable 12 heures. Donc, il peut réserver le matin pour le soir, pendant qu'il est en cours dans les transports. Il réserve, il se présente au resto. Avec sa réservation, c'est comme s'il avait payé. Le resto, il l'a fait valider, confirmer. Il lui donne son menu. L'étudiant, il garde sa dignité. Il ne perd pas son temps à aller faire la queue pendant 2 heures au Resto du Cœur. Le restaurateur, il gagne une visibilité avec nous. Et on lui génère un chiffre d'affaires supplémentaire qui, en plus, est social et solidaire. Et le client qui est bienfaiteur, il sait qu'aujourd'hui, s'il donne 10 euros dans le burger suspendu, à peu près 10 euros égale un étudiant nourri. Aujourd'hui, dans une association, si tu donnes 10 euros, tu ne sais pas de quoi sont faits tes 10 euros. Alors que là, tu sais que tu payes 10 balles, tu as un étudiant derrière qui est nourri et tout le monde est content.
Donc voilà, donc vous comprenez pourquoi je voulais qu'il soit là. C'est beau. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Non, Merci. franchement, Brahim, bravo. Nous, moi, j'ai grandi au Val-Fouré. C'était une cité, bien qu'on n'ait pas eu que ce soit pas tout beau, tout rose dans nos vies de tous les jours. Mais on a grandi avec de l'entraide, avec de la générosité. La solidarité. Voilà, ça veut dire que quand on allait en sortie scolaire, quand on était petit, t'avais un sandwich, ton pote il n'avait pas, tu partages avec lui. Lui, quand il a des chips, toi t'en as pas, il partage avec toi. Et c'est comme ça, on a grandi, que ce soit dans le côté de la cité, on était généreux, mais aussi il y a le sang marocain qui coule dans nos veines. Ça veut dire que la générosité chez nous, c'est normal. Tu peux pas, toi, manger, voir un mec ne pas manger, tu restes indifférent. C'est l'autre, quoi. Tu es obligé même si tu as un petit truc, tu le partages en deux et on va manger tous les deux, tout simplement. Et j'ai grandi dans cette optique-là. J'ai ouvert mon resto dans cette optique-là. J'ai vendu mon resto parce que je l'ai vendu en décembre dernier pour pouvoir justement, parce que je me suis rendu compte qu'avec mon resto, je pouvais aider les gens qu'à Mantes ou dans les environs. Avec mon application, on peut aider les gens partout. Là, on a un resto à Reims, un à Orléans, un à Bordeaux, deux à Lyon. On en a une vingtaine dans la région parisienne. Et c'est que le début d'une belle aventure, j'espère. Merci. Ouais, c'est incroyable. Bon, on reviendra à toi, Brahim, de toute façon. Chapeau, nous on veut goûter, alors on a le droit de goûter. Ouais. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Alors, Victoire, justement, toi, tu as pour ambition d'éduquer les consommateurs, ou en tout cas les consommateurs de chocolat, et tu as déclaré, donc là encore je te cite, « Apprendre à choisir une bonne tablette, c'est comme choisir une bonne bouteille de vin ». Alors, comment fonctionne ta méthode de dégustation ? Alors, ma méthode de dégustation, c'est énormément de choses. J'allais dire, c'est le partage. En fait, je propose vraiment, je donne conscience que c'est dans le partage finalement qu'il y a le plaisir. Après, ça va être dans la stimulation sensorielle. Moi, je suis très sensorielle à la base. Je pense que j'ai une lecture du monde à travers mes 5 sens. Et j'essaie de transmettre ça parce qu'en fait, je remarque autour de moi que les personnes sont tout le temps dans un métier très intellectualisé, où finalement les sens sont mis de côté. Et voilà, notre cerveau maintenant il est hyper agité pour organiser, planifier et être dans le stress ou en tout cas dans la réactivité. Et en fait, quand on stimule ses sens, c'est tout l'inverse. C'est faire une pause, c'est être dans le calme, c'est être dans la concentration, c'est dans l'écoute. Et donc, du coup, je remarque que quand je fais des ateliers de dégustation, aussi bien dans les entreprises ou dans ma boutique, dans le 17e, ou chez des gens ou dans des châteaux formes, en fait, j'offre une pause sensorielle et je vois à quel point ça fait du bien. Donc, en fait, cette méthode, c'est aussi bien donc, se concentrer, partager, parce qu'on est souvent en groupe, et qu'en fait, c'est génial de s'entendre, de s'écouter. Chacun va dire, tiens, moi, j'ai senti ça, et puis moi... Et en fait, ça crée des émotions aussi. Et en fait, voilà, je suis ravie aujourd'hui de faire un métier, d'ailleurs, qui apporte énormément de bien-être. En fait, c'est du bien-être à travers les sens. Et pour une psychologue, c'est quand même le comble. Et parce que du coup, ce que tu me disais, tu parlais d'intellectualiser, c'est un petit peu rationaliser, en fait. Et c'est vrai que la raison, les sens, on a tendance à les opposer parce qu'on n'écoute pas notre corps, en fait. C'est ça. En tous les cas, ça dépend des personnes. Mais c'est vrai que je trouve qu'on ne l'écoute pas assez. Tu vois, même dans le bien-être, aujourd'hui, on parle énormément de tous les maux de la société, des burn-out, on fait pas assez de sport, on prend pas soin de soi. C'est vrai que écouter son corps, voir ses limites, se reposer, dormir, avec tout ce qu'on consomme comme vidéos et d'applis et d'Instagram. Non, mais c'est vrai. Sur nos heures de sommeil, en fait, on se fait du mal à la fin. Donc, en fait, c'est ça aussi, c'est vraiment remettre l'écoute de soi au centre, et le chocolat aide. Et donc, du coup, je suis contente que... ça soit une prise de conscience aussi à travers la dégustation. Et puis après, comme je te disais, la dégustation du chocolat comme un grand vin, c'est parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des qualités très différentes. Tu vois, j'ai eu la chance de partir au Pérou au mois de mai dernier. Et je voyais comment on récoltait le cacao, parce que j'ai passé 10 jours à récolter... tu vois, il fait 35 degrés, il y a énormément de moustiques, tu te fais complètement dévorer. Et en fait, tu es complètement habillé pour pas te faire manger, donc tu as chaud. Et puis, c'est un travail de labeur, hein, clairement. Quand je voyais les planteurs porter ces sacs avec 60 cabosses, c'est des sacs qui pesaient plus de 40 kilos. Enfin, c'était quand même incroyable.
et sur des pentes et tout. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un contexte quand même assez compliqué. Et en fait, quand on récolte le cacao, c'est comme un pommier où, je ne sais pas s'il y a ça dans les agrumes, mais sûrement. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des pommes qui sont contaminées par des vers, qui sont pourries, etc. Et en fait, quand tu veux faire un bon chocolat, eh ben, il faut trier en fait ces cabosses. Il faut prendre uniquement les cabosses qui sont absolument parfaites. Et aujourd'hui, tout le chocolat qu'on trouve dans le supermarché, c'est du chocolat, si tu veux, qui vient de récoltes très standardisées, où il n'y a pas ce phénomène de tri. Et donc, du coup, on voit l'incidence qu'il y a sur le goût. Et c'est pour ça qu'il y a des grands écarts aujourd'hui entre un chocolat, si tu veux, qui est vendu 1 €, 1,50 € la tablette, et puis des chocolats qui sont vendus 14 € la tablette. On n'est pas du tout dans le même monde et on n'a pas utilisé la même matière première, ça c'est sûr. Bien sûr, mais ça c'est de toute façon même dans les restaurants, quand tu prends de la qualité, forcément les menus sont plus élevés parce que tu dois aussi rémunérer tous les artisans qui donnent du temps, de l'investissement, de la fatigue. Oui, mais tu vois, dans le chocolat, je trouve que les gens sont pas assez au courant encore. Il faut faire de la pédagogie, tu fais partie de ces gens qui sont pédagogues aussi. On est encore sur le hog Oligi, voilà. Non mais c'est vrai, tu vois, j'ai toujours été ambassadrice depuis que j'ai créé mon métier de chocologue, donc ça fait 15 ans, du chocolat aromatique, du chocolat haut de gamme, du chocolat artisanal. En fait, j'invite les gens à sortir du supermarché quand même, parce qu'en fait, ce qui est génial quand même, c'est que le supermarché, c'est le premier accès au chocolat. Je sais pas si, Ibrahim, tu manges du chocolat, mais j'imagine que voilà, c'est Milka. pas une... Ouais, Milka. Quand je me fais plaisir, c'est la marque belge, la Neuville, je crois. De Neuville. Ça, c'est quand je vais chez un grand chocolatier. Ah ouais, ça, c'est le must du must pour moi. Ah oui. Un Twix de temps en temps. Un petit Mars et ça repart. Non, mais tu vois, grâce au supermarché, c'est hyper démocratique le chocolat. C'est-à-dire qu'on a tous accès à des M&M's, à du Milka, etc. On développe ce goût pour le chocolat. Et puis, moi, mon métier, c'est de dire, voilà, maintenant, tu aimes le chocolat et je vais te faire découvrir maintenant sa complexité, ses arômes, sa qualité, etc. Et on passe à une autre chose. C'est comme quand, voilà, tu as différents types de restaurants aussi, c'est pareil. Et du coup, tes ateliers, tu fais des ateliers donc dans ta boutique ou ça peut être aussi à domicile Majoritairement, c'est dans les entreprises. D'accord. Ou chez les professionnels. D'accord. Donc, tu vois, je travaille majoritairement avec les entreprises. Donc, ça va être soit, je sais pas, moi, un séminaire Danone. Et donc, ils me font venir pour clôturer ce séminaire et je fais un buffet chocolat ou une dégustation si on n'est pas trop nombreux, assis. Si on est nombreux, c'est buffet. Et puis sinon, c'est chez les professionnels parce que je donne des formations où je me déplace chez différents artisans en France. Et donc là, je viens former les équipes de vente pour expliquer justement pourquoi ils sont plus chers qu'un Jeff de Bruges. Donc en fait, je leur fais déguster différents types de chocolat. On parle, on met des mots, on met du vocabulaire, on met de la compréhension. En fait, qu'ils rentrent dans l'univers, tout simplement. Oui, exactement. Et puis qu'ils s'approprient aussi le produit pour être complètement capable d'expliquer pourquoi c'est différent, pourquoi c'est plus cher, pourquoi c'est meilleur, comment ça a été fabriqué, etc. Parce que tu vois, ces vendeurs de chocolat, ils peuvent vendre demain du parfum ou demain, ils peuvent vendre de la viande. Enfin, c'est un vendeur. Donc, du coup, c'est comme les gens en marketing chez Lindt. Demain, ils ont une compétence métier. Demain, ils pourraient faire du marketing chez Colgate pour du dentifrice. C'est le marketing qui prime. Ouais, tu vois, ils ont une compétence métier et moi, je viens leur apporter en fait une connaissance produit qui font que je pense qu'ils soient meilleurs dans leur métier, pour qu'ils soient plus dans une compréhension globale, etc. Très bien. Et du coup, Patrick, toi, tu as souvent photographié le chocolat. Ça t'inspire ou pas ? Ah oui. J'ai fait beaucoup de choses sur le chocolat parce que le chocolat a une sensualité et une couleur, une douceur que j'ai beaucoup travaillé. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que tu fais des photos parfois qui sont un peu... disruptive, on va dire. C'est le but, oui. Oui, moi, parce que je regardais ce que tu fais. Tu penses à laquelle ? Moi, je pense à la crème fouettée. J'avais adoré. Mais non, mais après, même, c'est vrai que tu en as fait des très, très belles. Et donc, la sensualité, et comment tu arrives justement à composer en te disant, voilà, je veux ça, en utilisant ça, ou est-ce que ça te vient au fur et à mesure ? Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est programmé, tout. Ouais, c'est clair. Après, j'utilise... Aucune impro ? Très peu. Mon outil principal, moi, c'est la lumière. Et sur le chocolat, notamment un chocolat liquide, on arrive à avoir des lumières extraordinaires. Mais c'est vraiment ce qu'habille le produit. Dans mes photos, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de stylisme autour, il n'y a pas de décor, il n'y a rien. C'est vraiment, et du coup, quand tu fais tes photos, tu es seul ? Alors moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai un chef cuisinier qui est intégré au studio et qui me fait toutes mes préparations culinaires quand j'ai besoin d'un chocolat. Moi, je ne connais pas les températures. Donc lui sait le faire et donc j'ai un chocolat parfaitement onctueux et comme j'ai envie qu'il soit. Mais sinon, après, tu es seul à scénariser. Ouais. D'accord, comme tu disais, parce qu'il n'y a pas de décor autour, quoi. Voilà, donc moi j'ai des photos très très simples, c'est des fonds noirs, des fonds blancs, très bruts, mais qui impactent.
Voilà, ce que je cherche, c'est vraiment l'impact. On aime, on n'aime pas, mais c'est vraiment de surprendre. Oui, c'est ça. Tes photographies sont assez clivantes, en fait. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que comme tu dis, impacter et puis heurter d'une manière ou d'une autre. Oui, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Mais bien sûr. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'interpeller. Oui, c'est vrai, quand je regarde tes photographies, Patrick, j'ai la chance d'avoir été dans ton studio parisien. Parfois, je me dis, mais comment il a fait pour prendre en photo ça, tel quel? Parce qu'en fait, il y a du mouvement. Ouais. C'est comme si la goutte d'eau était suspendue. C'est ça, incroyable. Et en fait, je me dis, mais est-ce que c'est une photo et tu as pris ce mouvement et tu as réussi à le capter, ou est-ce que tu fais un montage de plusieurs photos? Non, alors déjà, j'utilise très peu Photoshop. Moi, je l'utilise, mais pour moi, c'est pas la solution. Et aujourd'hui, je trouve que le métier a été un peu vulgarisé à cause de ça, parce qu'on donne plus d'importance à Photoshop qu'à la photo elle-même. Pour moi, la photo, elle doit être bonne d'entrée. Après, j'utilise des artifices, notamment sur... Oui, tu veux dire que le photographe doit être talentueux déjà. Oui, c'est le point de départ. C'est pas Photoshop qui fait le boulot, quoi. Ouais. Et je pense que tu penses à la photo avec le pistolet, non, où j'explose une tablette de chocolat, voilà, et là ça explose en liquide, en solide. Donc là, il y a plusieurs images pour en créer une. Mais toutes les images sont faites, hein, quand même. C'est pas de la post-prod pure et dure. Je fais toutes les images que j'assemble après. Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est vrai que c'est déroutant parce que, en fait, c'est pas ce que, c'est ce que. Déjà, c'est pas ce que tu pourrais voir réellement, parce qu'il y a quand même une mise en scène, je trouve. Et puis, en même temps, il y a une beauté artistique. Tu vois, tu as l'impression qu'il a passé des heures à limite à peindre. Tu vois, alors, je pense c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense souvent cet exemple-là des peintres des siècles derniers. Et quand il y a une nature morte était faite, c'était une œuvre d'art. Parce qu'on ne se posait pas la question. Il avait pris ses pinceaux, il avait pris sa toile, et le peintre avait réalisé sa toile. Et c'était une œuvre d'art systématiquement. Aujourd'hui, la photo, c'est plus une œuvre d'art. C'est parce que c'est vulgarisé, parce que les téléphones portables sont passés par là et que tout le monde est devenu photographe. Et moi, j'essaie de sortir un peu de tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous regardez, et j'ai fait le test il n'y a pas longtemps, j'ai acheté 6 magazines culinaires que j'ai posés les uns à côté des autres. Et fondamentalement, je pouvais changer la couverture de l'un pour mettre sur l'autre. Ça ne changeait pas sa personnalité, son image de marque au magazine. Et moi, je me suis dit, tiens, si je mets une image à moi dans le milieu... On va la regarder, on va pas forcément l'aimer, parce que c'est pas ce que je cherche, mais elle va interpeller, elle va surprendre, et on va pouvoir apporter une identité. Et à mes clients, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de leur apporter une identité photographique. Toi, tu as une vraie patte artistique. Je sais pas, mais j'essaie, j'essaie. Parce que clairement, je veux dire, on voit tes photos. Ben voilà, exactement. Et c'est ça, c'est vrai, le vrai talent, j'ai envie de dire. Donc, bravo, merci. Laurent ? Oui, c'est moi. Laurent, je te sens rêveur, je te sens observateur. Oui, J'étais en train de m'interroger sur le chocolat, en fait. Dis-nous, alors, tu peux peut-être nous dire, parce que moi, j'ai déjà vu des bocs de chocolat, j'ai déjà goûté le fruit à l'intérieur, mais en fait, le process, je suis très basique, mais je suis sûr que ça intéresse tout le monde autour de la table. Donc, l'évolution. Alors, entre le fruit qu'on récolte et puis la tablette, il se passe quoi ? C'est une super bonne question, parce que tu vois, je démarre tous mes ateliers par montrer le process. Non, mais c'est vrai, Laurent. En fait, pour comprendre un produit, il faut comprendre comment il est fabriqué, ça c'est sûr. Donc la cabosse, c'est le fruit du cacaoyer. Et cette cabosse, quand tu l'ouvres... Donc c'est le fruit jaune, allongé, là, qui est gros. Allez, moi je vais dire gros comme un cédra, ou comme un ananas, un peu. J'aurais dit un ballon de rugby, mais oui, on pourrait tout à fait le comparer à un cédra. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, ça te plairait énormément, Laurent, parce que quand tu ouvres une cabosse, soit tu as des effluves florales, soit tu as des senteurs d'agrumes. Et là, justement, au Pérou, on avait fait une expérience où on avait ouvert 20 cabosses qu'on avait trouvées dans la même plantation, tu vois, mais des variétés différentes. Et il y en a une qui sentait le yuzu. Ah bon ? C'était incroyable, vraiment, c'était de la folie en fait, tu vois, parce que t'imagines pas. Et en fait, il faut prendre encore une fois le temps de se poser, d'expérimenter, de sentir, etc. Et donc du coup, on ouvre la cabosse, et donc, quand tu ouvres la cabosse, tu vois le mucilage qui est la pulpe de la cabosse, qui est blanche, qui enveloppe les fèves, et on récupère tout l'intérieur et on les fait fermenter dans un bac de fermentation. Et là, il y a plusieurs types de fermentation, ça dure entre 5 jours et 10 jours. Donc tu as une fermentation alcoolique, comme le vin, anaérobique, et ensuite de ça, acétique, où on aère les fèves. Et là, c'est très important parce qu'il y a énormément un jeu de bactéries. Donc on laisse la pulpe, hein. On laisse la pulpe, ouais. D'accord. Et on développe les précurseurs d'arômes du cacao. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme un litchi. Oui, c'est ça. C'est comme un litchi avec un seul noyau. Tu as raison d'en parler, parce que je peux dire que le mucilage, c'est le bonbon des enfants là-bas. Donc en fait, ils sucent. Oui, moi j'ai goûté fèves. ça, j'ai adoré, mais j'ai goûté en Côte d'Ivoire, ça. Ok. Et quand c'est vraiment à maturité, c'est super bon. C'est comme des litchis, en fait. Ouais, litchi, banane, groseille. Enfin, c'est un petit bonbon, tu vois, acidulé qu'il faut en bouche.
Et les enfants ne croquent pas la fève, parce que la fève, à ce moment-là, elle est assez amère. Elle a un goût un peu, tu vois, de végétal. Et donc voilà, donc cette pulpe est magique. Et en fait, on va fermenter les fèves dans cette pulpe, parce qu'en fait, c'est cette pulpe qui est gorgée de sucre. Il y a énormément de fructose. Et en fait, les bactéries vont venir manger ce sucre et vont créer en fait cet alcool avec la libération de CO2. Donc en fait, voilà, fermentation vraiment alcoolique classique. Et ensuite acétique. Et ensuite, on va sécher les fèves au soleil. Et là, elles vont perdre jusqu'à 70% de leur humidité, parce qu'elles n'ont pas le droit de voyager si le taux d'humidité est supérieur à 7%. Donc, sinon, ça moisit pendant le transport. Le transport dure des semaines et des mois sur des cargos, des containers et tout. Donc, on fait vraiment attention à ça. Parce que voilà, c'est dommage de faire envoyer des fèves et qu'elles arrivent moisies ou pourries à destination. Et là, ça ressemble à quoi? Un espèce de raisin sec, un truc un peu... et là, c'est vraiment, c'est la fève, si tu veux, qui est séchée. T'as jamais vu une fève de cacao? Je crois en avoir vu, mais je veux être sûr, quoi. Il faudrait que c'est vrai qu'on n'en voit pas dans les magasins, dans les chocolateries, mais tu vois, chez les artisans, souvent t'en vois parce qu'ils font des mises en scène avec des cabosses séchées, des fèves, donc ça vaut le coup là de pousser une porte un jour. Et en fait, ces fèves sont ensuite torréfiées. On va un peu les toaster, les griller, ou pas d'ailleurs. Torréfier, c'est ça, ça veut dire griller. Pas comme tu torréfies dans le four. Voilà, tu mets une demi-heure à 80 degrés. Ou pour libérer tes noisettes. Pour libérer les arômes, ça n'a rien à voir. Quand tu torréfies des noisettes ou des amandes, ça n'a strictement rien à voir. C'est pour libérer café. Les arômes. Ou le café, bien sûr. Totalement. On a le même process, tu vois, dans la torréfaction. On a les mêmes jeux, d'ailleurs. En fait, je pose la question, je sais un peu, mais je me dis que tous les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas forcément, sinon ils n'écouteraient pas. C'est gentil, tu penses à tous mes auditeurs. Je fais un peu l'agrumiste, je fais un peu le chocolatiste. Mais tu as raison, parce que c'est des questions qu'on me pose souvent et toutes ces étapes, en plus, vont influencer le goût final du cacao. Donc, c'est intéressant de connaître ces étapes et les bons gestes aussi. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette expertise. Et donc, à la fin, on torréfie. Et une fois qu'on a la t'as une machine qui vient enlever la peau, parce que la fève a une peau. Ouais. Et on récupère le grain, et là, on le moud. Et en fait, une fève a à peu près 50% de beurre de cacao, donc c'est assez gras. Donc, une fois que tu l'écrases et que tu la chauffes, en fait, elle fond comme une pâte à tartiner. Et donc là, ça s'appelle la pâte de cacao. Et une fois que tu rajoutes le sucre, ça s'appelle chocolat. Donc si jamais tu fais une tablette chocolat noir 70%, tu as 70% de fèves et 30% de sucre. Pour le chocolat au lait, tu rajoutes de la poudre de lait. Donc fèves, sucre et poudre de lait. Et chocolat blanc. C'est que du beurre de cacao. Voilà, on récupère le beurre de cacao. Donc on presse la pâte de cacao. Tout le beurre de cacao remonte. Tu récupères le beurre de cacao qui est blanc. On rajoute de la poudre de lait qui est blanche. Et du sucre. Et on obtient le chocolat blanc. Ouais, ça, c'est moi mon karma. Moi. Ouais. T'as pas les bénéfices parce que tous les bénéfices sont dans la poudre marron où t'as les antioxydants, le magnésium, les polyphénols, etc. Et tous les nutriments. Okay. Laurent, quelle est la recette qui t'a le plus impressionné qu'on a fait avec un de tes agrumes ou avec un agrume? Waouh. Qui t'a le plus bluffé? Ça, c'est une question difficile, bien sûr. Elle est dure, celle-là, je vais me faire des potes. Non, je te parle pas de chef. Le plus, c'est un truc de chef, là, l'image qui me vient spontanément. Dans ces cas-là, si tu veux pas le citer, mais juste une asso. Non, je peux le citer, tranquille. C'est un monsieur que vous connaissez tous qui s'appelle Alain Passard. Ah bon? C'est un grand chef, ça? Ouais, il se trouve que j'ai la chance de travailler avec lui. Et figurez-vous que moi, ma passion depuis presque 7-8 ans maintenant, en fait, je vous ai expliqué que moi j'étais un drôle de mélange entre Venise, l'Italie, Paris, la France, le Maroc et tout. Et en fait, je me suis passionné, parce que j'ai cette collection d'agrumes, je me suis passionné par faire des bébés. Donc moi, maintenant, ma passion, c'est de marier une Corse avec une mama corse avec un surfeur australien. Tu parles d'agrumes, là, on est d'accord. Oui, je parle d'agrumes. Oui, parce qu'il y a des agrumes qui viennent de partout dans le monde. Mais moi, mon truc maintenant, c'est au-delà de la production, de ce que vous voyez en boutique, de tous les produits qu'on fait avec tout un tas d'artisans qui travaillent très bien. Moi, ma petite contribution à cette histoire qui a 5000 ans, parce que les agrumes, ça a 5000 ans, ça vient du pied de l'Himalaya en Chine, et donc ça a voyagé jusqu'à nous. Et donc, moi, voilà, ma petite contribution à tout ça, c'est d'essayer de créer de nouvelles variétés et donc de marier des papas, des mamans ensemble et puis d'essayer de voir ce que donnent les enfants. Et je fais ça avec l'INRA, l'INRAE, CIRAD, enfin des gens, des scientifiques très chevronnés. Et donc, on fait ces mariages. Alors, c'est moi qui décide des papas, des mamans. C'est ça ma créativité à moi. Et puis ensuite, on obtient tout un tas de bébés. Et il se trouve que j'ai travaillé sur le citron caviar. Vous connaissez tous le citron caviar. C'est un citron
On dirait un cornichon. Alors, voilà, oui, c'est ça. Ça ressemble. Enfin, le standard, celui qui est le plus connu, c'est une espèce de cornichon. Quand on le coupe et qu'on l'écrase, ça fait tout un tas de petites billes qui montent à la surface. Et en fait, quand vous le goûtez, ça croque en bouche. Mais alors, bon, évidemment comme le caviar, mais voilà, c'est vraiment des petites vésicules qui explosent en bouche. Alors ça, c'est une caractéristique qui est très intéressante. Et puis après, moi, ça m'a donné l'idée de mettre là-dedans du citron meilleur, du cédrat, de la clémentine, de l'orange sanguine. Et donc, j'ai fait, en vrai, je veux pas crâner, mais j'ai fait 300 bébés nouveaux avec le citron caviar. Et un jour, ça met longtemps, en fait, entre le moment où vous commencez à faire les mariages et puis le moment où vous obtenez les premiers fruits, il se passe 4-5 ans. Et donc, vous savez, c'est un truc de dingue. C'est que tu as l'arbre devant toi, et puis tu as 3 fruits dessus, et alors là, on dort plus. On se dit, putain, s'il y en a un qui tombe, machin, je vais goûter les fruits. Sinon, c'est paumé, c'est pour l'année d'après, donc tu perds un an. Donc vraiment, tous les fruits sont hyper précieux. Et donc, j'ai fait une première récolte, et ma première récolte, je l'ai amenée à ce monsieur éminent créateur qui est Alain Passard. Et il m'a fait un truc, je vais vous le montrer sur mon téléphone, vous ne l'aurez pas à la radio, là, mais peut-être je pourrais vous passer la photo. Alors, il a fait tout un déjeuner, en fait, autour de tous ces citrons caviar, où, en fait, il a travaillé sa cuisine habituelle, qu'il a accommodée de ces citrons. Et il a fait notamment un truc que j'adore parce que c'est exactement dans la lignée de ce que je cherche à faire en fait dans ces mariages-là. Il a un plat connu qui est en fait son couscous revisité. Là. Alors sans doute que le côté Maroc et tout l'a inspiré là-dessus. Donc il a fait couscous à l'huile d'argan ou d'argan, je ne sais pas comment on dit, mais en arabe on dit argan. Couscous à l'huile d'argan, caviar, citron caviar. Et je vais vous montrer la photo. C'est une photo que c'est moi qui ai prise. Hein. Elle n'a aucun talent particulier avec mon iPhone. Ça t'inspire ou pas, Patrick ? C'est choix. Mais franchement, c'est un mariage incroyable et totalement inattendu et qui est une inspiration du moment. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est le bonhomme qui crée. Ouais. Et en fait, c'est le geste, quoi. C'est le bonhomme qui, à un moment, tu lui montres un truc et qui rebondit dessus. Et tout ça, c'est fait minutes. C'est-à-dire que j'ai débarqué, il était midi dans son resto. Et le truc est parti comme ça, pam, pam, pam. C'est comment l'association du caviar avec le citron caviar ? C'est ça qu'il a fait ? Il a fait... donc, tu as une semoule dessous. Tu as une semoule avec ce côté granuleux et ce côté moelleux, quoi, de la semoule. Alors, hyper bien cuite, hyper fraîche. L'huile d'argan qui lui donne encore plus de douceur, encore plus de gras. Et dessus, caviar et citron caviar. Donc, tu as l'acidité, tu as le côté iodé du citron, du caviar, et puis tu as cet enveloppement que tu as dans le couscous, qui est vraiment un plat très, très un peu enfantin, quoi, qui a un petit côté bonbon, quoi. Voilà, je sais pas d'ailleurs si ça t'inspire. Ça va faire un peu cher pour le burger suspendu, mais parce que du coup, Brahim, le burger suspendu, là, c'est en termes de prix, comment ça se passe en fait ? Est-ce qu'il y a un prix imposé que les restaurateurs doivent respecter, ou est-ce que c'est par rapport à leur carte, tout simplement ? Par rapport à leur carte, ils choisissent un menu. Ils ont le droit de mettre un menu, ils ont le droit de le changer s'ils souhaitent, mais en fait, ils suspendent un menu à la fois. Nous, on leur prend une petite commission pour faire tourner la boutique. Donc, c'est soit ils gardent le même prix affiché au resto, ils se disent pour la bonne cause, je vais perdre le petit pourcentage. Soit ils peuvent rajouter un petit peu 1 euro ou 2 euros à leur guise, soit c'est comme ils veulent. Nous, on ne veut pas. Nous, en fait, on a ramené cette solution pour qu'elle soit bénéfique à un maximum de personnes. Que ce soit les personnes qui veulent donner pour une bonne cause, pour les restaurateurs, les temps sont durs pour eux. J'ai été restaurateur, je sais ce que c'est. Pour que l'étudiant puisse manger gratuitement. Donc vraiment, on a essayé d'arranger tout le monde dans cette affaire. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et à qui souhaites-tu t'adresser ? On voit la photo. Tu nous la donneras, la photo, Laurent ? Ouais, je vous la donnerai pour la publier. Et du coup, Brahim, à qui souhaites-tu t'adresser aujourd'hui pour enrichir ton cercle de bienfaiteurs ? C'est ton moment, là. Les bienfaiteurs, en fait, on a 2 cibles. On a le B2B, c'est-à-dire les clients du resto ou les gens lambda, tout simplement. On a le B2C, c'est-à-dire le territoire, la région, toutes ces
toutes ces entreprises. Je ne sais pas si on peut appeler ça des entreprises, mais par exemple, je sais que moi, je suis originaire des Yvelines. Il y a les résidences des Yvelines qui sont prêts à nous faire un chèque de 5 000 €. Pour 5 000 €, ça nous fait 500 étudiants nourris. C'est pas évident. Et en fait, on a plein de monde, mais c'est jamais assez, en fait. Donc, plus on aura de restaurants, plus on aura de gens qui vont donner, et plus on aura d'étudiants nourris, tout simplement. On a fait un calcul tout bidon. On s'est dit que si d'ici à juin, on arrive à signer 500 restos, et que dans chaque resto, on arrive à faire payer que 3 menus par jour, ça nous fait 1500 menus par jour. Dans le mois, ça nous fait 45 000 menus. Aujourd'hui, je te donne tous les moyens matériels, financiers. Je te dis, fais-moi 45 000 menus par mois et nourrir des étudiants, c'est compliqué. Alors que là, c'est juste un QR code, ton téléphone, tout le monde a des téléphones. Même les mecs qui viennent d'arriver d'Afghanistan ou du Tibet, tout le monde a des téléphones. Ça veut dire que c'est réel. Et en fait, c'est une solution qui permet à tout le monde de faire du bien, quoi, tout simplement. Parce que tout à l'heure, elle parlait de comment les gens ils reviennent vers l'estime de soi, etc. Se sentir... Toi, tu as dit à 40 ans, tu t'es posé une question. C'est-à-dire que comment moi... Aujourd'hui, je peux me rendre utile. Tout le monde peut se rendre utile. C'est juste... faut juste ouvrir les yeux et se dire que moi, je fais le premier pas. À partir du moment où toi, tu fais le premier pas pour aider les gens dans ton domaine, j'ai toujours dit. J'ai dit, j'aurais été coiffeur, j'aurais coiffé les gens, j'aurais eu un magasin d'habits, j'aurais habillé ceux qui n'ont pas. Malheureusement, je sais faire des burgers, je nourris ceux qui n'ont pas. Mais si chacun fait un pas vers l'autre et qu'ils se disent, écoute, moi, je sais faire quelque chose, je vais me rendre utile aux autres. Moi, plus toi, plus nous tous autour de la table, à un moment donné, on va tous se retrouver au milieu, autour d'une bonne cause. Le collectif, quoi. Voilà, exactement. Et il y a un proverbe arabe. Ouais, Brahim, ce que tu fais quand même, c'est canon, parce qu'au-delà d'en parler, tu le fais. C'est ça la grosse diff. C'est pas canon. Parce que ce que tu racontes, pas du vent, il y a plein de gens qui le disent, il y a plein de gens qui sont dans la même intention que toi, mais chapeau, parce que juste toi, t'es jeune et tu fais les trucs. Quel âge tu as, Brahim ? 30 ans. Tu les as eus ? Ouais, je les ai eus. Là, je pars sur 31 ans. Okay. C'est-à-dire que je pars dans une nouvelle dimension. Et tu disais le proverbe arabe. Ouais, je l'ai dit, j'ai été invité au ministère de l'économie pour le sommet de l'inclusion, où je suis parti présenter mon projet, où j'ai été applaudi par des ministres. C'était de la folie. J'ai serré la main des ministres, j'ai remporté un prêt de 15 000 €. J'ai remporté normalement une pub. Demain, j'ai rendez-vous dans le studio Epoca, je ne sais pas si vous connaissez, pour faire normalement un spot publicitaire sur BFM TV. Bref, c'est de la folie, mais c'est pas le plus important. Et en fait, quand j'étais au ministère, je leur ai dit que je faisais ça pour 2 raisons. La première, c'est que j'aime bien utiliser les proverbes marocains, parce qu'on a grandi avec ça. Et le premier, il y a un proverbe marocain qui dit « Lorsque le ventre est plein, il dit à la tête de chanter ». C'est-à-dire un étudiant aujourd'hui, s'il a faim, il ne peut pas se concentrer sur ses études. Une fois qu'il a son ventre rempli, là, il peut se concentrer. Et surtout, si en plus il est rempli gratuitement, il se fait plaisir avec un burger ou un tacos ou un je sais pas quoi, c'est de la folie pour lui. Et le deuxième, c'est que on peut pas applaudir avec une seule main. Moi, j'ai ramené une solution. Je suis la première main. J'ai besoin de vous pour m'aider à applaudir et à aller de l'avant et à avancer tout simplement, parce que le monde dans lequel on va, c'est surtout après le Covid, tout le monde est devenu, tout le monde se méfie de tout le monde. C'est devenu un monde chelou un peu. Et je me suis rendu compte en fait pendant le Covid que même tu avais de l'argent dans ton compte, même tu avais tout ce que tu veux, tu étais bloqué. Tu pouvais même pas acheter 3 paquets de farine. C'était incroyable. Ça veut dire il y a au-delà du financier, au-delà de la célébrité, de toutes ces conneries, il y a une chose qui s'appelle l'amour. Et c'est ça qui nous permet d'avancer en vrai. Parce que toi, ton voisin, il n'a pas, tu vas le dépanner de ce que toi, tu as. Et quand lui, il n'aura pas, il va te dépanner. Ça s'appelle de l'amour. Et avec ça, on va avancer. C'est la magie, excuse-moi Ibrahim, mais ça me fait vraiment réagir. C'est la magie de la gastronomie, ou en tous les cas du fait du repas, en fait. De nourrir. Moi, je le vois, même avec Patrick, avec Laurent, on est tous là, issus finalement, autour de la table, même toi, Virginie, de la gastronomie. Et on voit à quel point ce sont des gens qui sont fédérés dans une dynamique de partage, de générosité. Le plaisir, c'est de donner. Le plaisir, c'est de partager, c'est de se faire découvrir, c'est de se faire plaisir. Et en fait, on le voit à tous les niveaux. Et moi, c'est pour ça que j'adore aussi ce milieu. C'est que il y a des valeurs très, très fortes. Bien sûr. Et je connais pas une seule personne de ce milieu qui soit égoïste. Ça n'existe pas. Et tu vois, même avec le chocolat, moi, depuis que j'ai monté ma boîte, je travaille pour des associations et je vais faire aussi des ateliers de dégustation dans les hôpitaux où, justement, soit pour des enfants malades atteints de cancer, soit pour les parents,
où en fait les enfants font une activité et puis moi, les parents qui sont là tout le temps au chevet de leurs enfants, voilà, j'anime un atelier seulement pour eux, pour leur donner du bien. Enfin, du bien-être. Tu vois, c'est drôle parce que moi, je suis aussi bénévole dans une asso qui s'appelle la Tablée des chefs. Je ne sais pas s'il en avait parlé quand j'étais venue, mais la Tablée des chefs, en fait, c'est pour lutter contre la précarité alimentaire. Et une fois par mois, je donne de mon temps très précieux dans un collège où j'anime un atelier de cuisine avec des gamins qui sont issus de milieux défavorisés et où on a 12 sessions dans l'année. Et à la fin, ils font une sorte de défi final en mode Top Chef. Et l'année dernière, on avait atterri à Mogador avec la finale nationale et c'était François Hollande qui était le jury. Donc les gamins, ils étaient ouf en fait. Et moi c'est pareil, je prends de mon temps de leur transmettre le fait maison, la créativité et à chaque fois, ça fait 4 ans que je fais ça. Pendant le Covid, on avait été travailler dans des grandes brasseries, notamment la Lorraine et à la brasserie d'Auteuil où ils nous avaient ouvert les cuisines et on était tous des chefs à cuisiner pour les différentes assos de précarité alimentaire. Et c'est ça en fait, c'est on donne de notre temps, on donne de notre énergie pour les autres. La cuisine, moi j'ai toujours dit, c'est un don, pas un don, un talent, un don, on donne. Moi quand je cuisine, quand tous les chefs cuisinent, quand je suis face à ma poêle, à ma casserole et à mon assiette adressée, je pense à celui qui va recevoir. C'est pas pour moi. Moi, j'aime pas cuisiner pour moi. Anne-Sophie Pic dit toujours cuisiner, c'est la plus belle preuve d'amour. Ouais, c'est vrai que la notion de donation, elle est très importante dans cet univers. Je sais, toi qui fréquentes aussi tous les chefs, Patrick, je sais pas si tu sens ça aussi, on se pose souvent la question derrière je ne sais pas s'il y a une autre corporation où on retrouve ça. Non. Autant de partage, autant de bienveillance. De bienveillance, ouais. Et ça, c'est magnifique, quoi. Et d'amour, oui, tout est lié. Là. Alors du coup, merci. Alors moi je suis désolé, je débarque d'un autre monde en vrai. Moi, ma vie professionnelle, je l'ai faite auprès des personnes âgées. Donc mon métier de base, en fait, c'est d'avoir créé plein de maisons de retraite qui s'appellent Villa Beau Soleil. Et donc cette histoire que je vous raconte, là, c'est un truc qui est venu en marge de ma vie professionnelle. Et alors moi, je suis un peu moins d'accord que vous sur le fait que tout le monde s'aime dans ce secteur. Moi, j'ai découvert beaucoup de rivalité, beaucoup de... Non, on n'a pas dit que tout le monde s'aimait, on a dit qu'il y avait cette notion de partage, collective. Quand même, moi, je la sens pas toujours. Hein. Franchement, je débarque, mais... désolé d'être un peu. Mais on est décomplexé là. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de casser l'ambiance. Bon, voilà, on n'est pas sur BFM ou sur Rome, on est dans un truc entre nous. Non, mais bien sûr. Moi, j'ai pas exactement la même expérience. Je trouve qu'il y a justement les mecs, tout le monde tire un peu la bourre et tout. Tout le monde veut montrer être à la lumière. Non, il y a beaucoup d'égos. Il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup d'égos. Il y a des gens qui sont très. Ça c'est sûr. Mais après, voilà, c'est la concurrence. Mais l'ego n'empêche pas le partage. Oui. Il peut le limiter quand même sacrément. Hein. Je sais pas. Bon, enfin, je veux pas. Non, mais de manière générale, dans les cuisines, techniques, mais tu vois, quand tu es dans une cuisine, c'est mon expérience. Oui. Centré sur une personne, oui, ça je le ressens. Mais ce que je veux dire, c'est que la grande communauté des gens qui font de la cuisine et tout, bon, moi je l'ai pas senti si sympathique les uns vis-à-vis des autres. Non, c'est pas vis-à-vis des autres, c'est de dire que nous, dans notre cercle d'amis chefs de renommée, ils ont tous, à un moment donné, ils vont tous aller cuisiner gratuitement pour une association, pour une bonne cause. Tous. Donc après, qu'entre eux, il y a des choses, ça, je dis pas le contraire, c'est pas le problème. Mais par contre, c'est ça que je pointais. Tous nos copains, nous, je veux dire que systématiquement, ils vont tous cuisiner plusieurs fois par an pour des associations et gratuitement. Quoi. Et tu vois, je rebondis, Victoire, sur sans en parler, Madame Pic. Sans faire de froufrou. Oui, franchement, oui. Bon, alors je connais pas les bons. Après, il y en a qui vont mettre ça en avant, je dis pas le contraire non plus. Je connais pas les bons. Oui, donc Victoire, je disais, pour rebondir sur une citation de la grande Pic, il faut, Madame de Pic, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait, la cuisine, c'est comme le cinéma, il n'y a que l'émotion qui compte. En fait, c'est clairement ça aussi, c'est qu'on essaye de transmettre de l'émotion à notre niveau. Quand tu parlais de sensorialité, c'est aussi ça. C'est à la fois l'esprit, c'est le corps, c'est l'âme. Ouais, et je pense que c'est très important de souligner ça. Moi, je trouve que dans la cuisine, mais que ce soit pour un burger ou une assiette 3 étoiles, c'est en fait un chef, pour moi, et je le vois d'ailleurs pour le chocolat, c'est pareil, un chef, c'est un artiste. Donc, il va partir d'une matière première et en fait, tu peux donner la même matière première à 10 personnes, tu auras 10 créations différentes. Et quand on a cette vision-là de la gastronomie, ça devient fascinant parce que du coup, tu as envie d'aller découvrir le chef, sa personnalité, son histoire et comment il a créé pour comprendre sa cuisine. En fait, c'est la liberté. Je trouve que c'est la liberté. Eux se sentent libres, parce que je veux dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est vrai que de créer quelque chose d'un plat, moi je sais que je fais jamais les mêmes recettes.
Je suis toujours à oui. varier des choses, cette créativité. Je trouve que c'est ça qui est aussi c'est ça qui est hyper vibrant dans ce métier, c'est que tu crées et en effet, tu es libre de la façon de créer et du résultat. Et... Alors, je vais être obligée de clôturer, mais avec deux choses importantes. J'ai une question pour vous. Quelle est votre définition de la passion ? Définition. Merci. Tu ne l'as pas envoyé ça dans les questions. Non, c'est la petite question impro et j'en ai une deuxième. Honneur aux femmes. Tous, vous êtes animés de ça. Donc, c'est la question que je pose à tous mes invités. La passion, c'est sans doute tout sauf être passif. Parce que des racines du mot passion, il y a une espèce de forme de passivité, de choses imposées qui débarquent sur vous et qui fait que, en fait, vous êtes au-delà de votre libre arbitre. Oh, c'est beau. En tout cas, moi, tel que je l'envisage, la passion, c'est quelque chose de très libre. Tu parlais de liberté tout à l'heure. C'est quelque chose de très libre et dans lequel on a choisi de s'engager. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Cette passion pour les agrumes, c'est vraiment un exercice libre et avec une route qui est libre et qui est celle de découvrir, échanger. Et sans doute que le plus grand bénéfice de la passion que moi, en tout cas, j'ai tiré de mon expérience des agrumes, je dis c'est un peu comme la musique, en fait. C'est que tu rencontres tout un tas de gens partout dans le monde et en fait, tu as le même langage. Tu as la même passion, tu as le même regard. Et du coup, au-delà, tu vois, moi, je connais tout un tas de Japonais, de Coréens, dans ma vie perso, que j'ai connu par les agrumes, que j'aurais jamais rencontré ailleurs. Et en fait, ce qui nous unit, c'est nos passions et d'une certaine manière, cette même passion. Tu vois, je pense que la musique, il y a ça. Je pense qu'un musicien mais tu parles de langage, c'est classique, c'est exactement, c'est que c'est en fait un langage et c'est un langage commun. Au-delà des mots, au-delà des drapeaux, au-delà des univers d'ailleurs, des cultures, c'est quelque chose qui unit et qui est un point commun entre des humains qui viennent de plein d'endroits différents. Voilà. C'est en tout cas moi ce que j'ai. Brahim ? Moi, je suis pas. Voilà, je t'ai mis la pression là. Non, mais écoute ton cœur. Je pense que tu as dit plein de choses. Moi, déjà. la passion, c'est de faire ce que tout le monde fait, mais à sa manière. Et c'est de vouloir le faire et sans qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui te pousse à le faire. J'aime aider les gens, c'est ma passion et je le fais tous les jours sans qu'on me dise quoi que ce soit, sans attente de reconnaissance. Et puis c'est tout. Ben voilà. Il n'y a pas de définition type, tu sais, il n'y a pas de réponse type. J'ai pas un dictionnaire très fourni ou quoi que ce soit. Je suis un mec de la banlieue. Mais moi, ma passion aujourd'hui, c'est d'aider les gens. Un mec de la banlieue, mais qui a de la suite dans des idées. J'espère. Un gars intelligent. Difficile à définir. Moi, la passion, c'est ce qui me fait lever le matin, quoi. Et ce qui me plaît aussi dans mon métier, c'est cet échange avec les autres passionnés, quoi. Et je pense qu'on peut se comprendre que si la passion est là. Donc, c'est vrai que moi, cette passion, je la retrouve avec les chefs. On a des métiers différents, mais on se retrouve sur tellement de points que c'est ce qui nous mène tous. Il y a un lien énorme, ouais. Victoire ? Moi, je pense que la passion, c'est un déclic dans le sens où en effet, comme disait Laurent, à partir du moment où tu es passionné, tu es libre et tu fais le choix libre de t'investir dans cette voie-là. Et tu vois, parce que moi, je vois mon process, j'étais très gourmande de chocolat. Certes, je mangeais beaucoup de chocolat, mais je n'étais pas passionnée. Et j'ai fait cette thèse sur l'expertise en chocolat quand j'ai terminé psycho, parce que comme je ne voulais pas travailler en clinique, j'ai fait ma thèse sur le chocolat. Et en fait, c'est là où j'ai découvert cet intérêt pour le chocolat. Et en fait, je me souviens très bien, j'ai décidé un jour d'être passionnée et de me passionner pour le produit. Et dans ces cas-là, tu vois, ça met en place c'est ce qu'il disait, des actions. C'est ne pas être passif. Voilà, exactement. C'est totalement ça. C'est-à-dire que c'est te mettre en branle pour aller nourrir quelque chose qui te fait vibrer. Et donc, du coup, pour moi, c'est la dynamique, c'est la résonance. Et c'est quelque chose, comme disait aussi Ibrahim, c'est quelque chose de très personnel qui vient te faire vibrer toi. Bien sûr, et tu le fais à ta manière et tu le fais. Et en fait, tu n'essayes pas de te comparer, tu n'essayes pas de reproduire un modèle. C'est juste se faire vibrer. Et je trouve que c'est assez magique. Et c'est pour ça que quand tu rencontres d'autres passionnés, c'est des rencontres assez étincelantes parce qu'en fait, c'est des gens qui rayonnent en fait. Ils ont la chance. Et c'est vrai que moi, je souhaite à chacun de trouver quelque chose qui les fasse vibrer comme ça. C'est une raison de vivre incroyable. Mais je suis ravie parce que c'est le but en fait de mon podcast, parce qu'il s'appelle Passion sans modération. Et depuis septembre, je réunis autour de cette table à chaque fois des gens passionnés. C'est un petit peu mon choix de prédilection, sinon les autres ne m'intéressent pas. Et avant de vous libérer, dernière question. Alors, moi, je suis une ancienne prof de lettres et j'adore Proust. Donc,
Je vous lis une citation de Proust, évidemment. « Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. » Alors, ce n'est pas une dictée pour une fois, mais j'aimerais vous poser la question, évidemment, quelle est votre Madeleine de Proust ? Bon, moi, c'est le chocolat chaud. Okay. Chocolat chaud servi au moment des fêtes, en famille. Cette odeur me rend dingue. Cette odeur de chocolat chaud me rend dingue. Cannelle, Vraiment. pas cannelle? Non, sans cannelle. Vraiment chocolat. Crème, pas crème? Crème, lait, enfin ouais, l'onctuosité, la gourmandise. Et d'ailleurs, j'adore le chocolat au lait. Parce que souvent, tu sais, les gens disent « Je suis désolée, je suis pas un vrai amateur, j'aime pas le lait. Oui. » Attends, mais moi, j'adore le lait. Le bon lait. C'est quoi déjà la Madeleine de Proust? C'est en fait quelque chose qui t'évoque ton passé, une nourriture qui t'évoque une nostalgie, ton enfance, quelque chose que tu mangeais. Et quand tu le remanges, voilà. Poulet, comment on peut dire le djaj mahamar en français? Le poulet quoi? Poulet... zut. C'est pas doré, c'est Rôti. pas frit. C'est doré en fait. Ouais, le poulet aux olives à la marocaine, D'accord. mais avec des frites. Ok. Cuit dans une casserole. Ça, c'est la Madeleine de Proust de tous les Marocains. Ok, d'accord. Merci, Brahim. Du poulet frites, il est passé au burger. Ah, mais tu sais qu'à un moment donné, je voulais créer des burgers avec des recettes marocaines, que ce soit la viande avec les pruneaux et les amandes, le poulet aux olives. Le burger tagine, quoi. Je voulais créer ça, hein. J'avais ça en tête. Et aujourd'hui, on voit des burgers saveur africaine. Ouais. Avec du mafé, avec des conneries, c'est vrai. Hein. Je voulais le faire, mais Laurent, là, une idée? Le burger chouchouka, là. Ah, pourquoi pas? Ça envoie, Ah oui, ça. pas mal. Bah Ça, oui, c'est bah bon, oui, ça. bah oui, bah oui. Cheeseburger Laurent, chouchouka. après, on se libère. Alors moi, ce sera pas du tout dans les agrumes, parce que c'est vraiment non, un truc non, perso. y a Moi, pas je de- suis un bouffeur de fromage de dingue. D'accord. Et en fait, vraiment, mon souvenir de peut-être le premier truc qui me rendait hystérique quand j'étais gosse, c'était le camembert. Alors peut-être que c'est vraiment un truc franchouillard et tout, on s'en pur. fiche. Mais voilà, enfin moi c'est camembert. Ta Madeleine Et de alors, Proust, et c'est alors, le camembert. et alors, je vais même vous raconter un truc. Le truc ultime pour moi quand j'étais petit, c'était pas de manger une part de camembert, C'était le camembert. c'était de bouffer le camembert D'accord. entier. D'un coup, d'un seul. Ah ouais, je trouve ça trop cool. D'accord, merci, Laurent. Patrick, on te laisse le mot de la fin. Oui, moi, c'est peut-être les repas de famille dans la globalité qu'on faisait il y a quelques années maintenant. Et je trouve que ça avait une saveur toute particulière. Et on a perdu un peu ces réunions de famille et ces fameux repas avec des menus qui faisaient une page complète. Et je trouve, voilà, j'en ai garde un souvenir Et extraordinaire. du coup, plus salé ou sucré? Moi, je suis plus salé, moi. C'est plus salé. Ouais. Vous êtes tous plus salés ou plus sucrés? Il y a le truc qui se termine à 20h là. Ouais. Moi, je mange tout, je suis pas compliqué. Tant qu'il n'y a pas d'alcool, truc chelou, ah ouais, je tape dans tout. Je suis parti au salon Cirage, je me suis régalé toute la journée. Ouais. Ah, j'ai mangé de tout. Bah oui, C'était c'est bien. incroyable. Et toi, ta Madeleine de Proust, tu nous as pas dit. Alors moi, Ah. c'est les bugnes de ma grand-mère Janine, Ah. qui va avoir 98 ans le 18 février. Bonjour mamie. Bonjour, Et qui me mamie. faisait des bugnes, voilà, donc la pâte à beignets bien grasse, dans le sucre glace, voilà, Incroyable. que j'adorais ça. Bien, alors Merci je clôture. Aujourd'hui, dans ce 10e épisode, mes invités m'ont parlé de leur ambition commune. Briser les codes, interpeller, surprendre, bouger les lignes. Tous veulent assumer leur identité très curieuse, tous veulent transmettre et inspirer avec générosité, tous veulent créer de l'émotion pour et avec les autres. Merci beaucoup pour ce moment très privilégié. Merci Victoire. Merci beaucoup à toi et à vous. Merci Patrick. Ouais, merci beaucoup. Merci Laurent. Merci, impatient de passer voir tous les autres là. Et Ça merci donne beaucoup envie de prendre Brahim. en compte. Merci à toi, Virginie, pour l'invitation. Et je vous retrouve très prochainement pour un énième épisode. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble.
Vive le fait maison et vive la passion.